Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain. Aujourd'hui, vidéo très importante qui concerne l'intégrité de la blockchain. Et oui, du registre de notre cher Apex Predator, Bitcoin. Donc on va voir de quoi il s'agit. Si tu ne sais pas ce qui se passe en ce moment même à propos, si tu ne sais pas trop ce qui s'est passé ces derniers mois, eh bien c'est l'occasion de te mettre à la page. Je vais t'expliquer en gros le débat, les enjeux aussi. Parce qu'en effet, savoir réaliser une transaction sur le réseau Bitcoin, détenir du Bitcoin, c'est super. Mais là, on parle encore une fois de l'intégrité donc du registre, de ce qu'est Bitcoin finalement. Parce que s'il n'y a plus de blockchain, les transactions, il n'y en a plus. Donc très très important. En revanche, si tu n'as pas la tête à ça ce soir ou ce matin, je ne sais, en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, même cet après-midi, eh bien, je te conseille de remettre ça plus tard parce qu'elle va durer un petit moment. Et si tu restes 2-3 minutes, ça sert à rien. Voilà, je te le dis tout de suite. Au passage, n'hésite pas à venir sur Twitter. Ça y est, j'ai trop d'impression là. Donc franchement, n'hésite pas. Tu es là ou le bienvenu si tu veux discuter sur Twitter. Alors commençons, sans plus attendre. Mais avant toute chose, j'aimerais rappeler ce point, c'est que c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo car ça m'oblige à assembler différentes informations et mieux comprendre la chose finalement. Donc un like si tu apprécies et un abonnement pour soutenir la chaîne. Il faut que l'algo pousse à fond. N'hésite pas à commenter aussi. Et d'ailleurs, si tu t'es abonné récemment, merci beaucoup. Et aussi, n'oublie pas que je mettrai tous les liens des tweets dans la description. Comme ça, à la fin, si tu veux faire tes propres recherches, tu pourras. Alors, commençons par rappeler les points fondamentaux, je dirais. Qu'est-ce que Bitcoin Core? Donc, c'est un logiciel de référence du réseau Bitcoin. Donc, il fait respecter les règles de consensus, c'est-à-dire ce qui rend une transaction ou un bloc valide, et après ce qui forme finalement la chaîne de blocs, ou la blockchain. Donc, on parle aussi d'implémentation au niveau politique. Donc, implémente aussi une politique de relais de mempool par défaut qui détermine quelle transaction un nœud relaie avant donc le minage. Donc, attention, la politique n'est pas le consensus. Une transaction non relayée peut quand même être valide et minée ensuite et ajouter à la blockchain. Et concernant Bitcoin Notes, donc c'est un fork du code de Bitcoin Core, maintenu notamment par Luc, et là je vais pas le prononcer parce que je vais mal le prononcer, n'hésite pas à faire tes propres recherches d'ailleurs sur cette personne. Donc même règle de consensus que Core, donc pas de scission de chaîne, diffère surtout par les politiques de relais et de mempool, donc relais de transmission, quoi, souvent plus strictes et plus configurables. Permet plus de contrôle à l'opérateur du nœud, par exemple pour filtrer certaines transactions non standards. Policy fork versus chain fork. Donc on a une différence considérable. Donc un policy fork comme Core versus Notes garde le même consensus mais change la façon dont les transactions sont relayées ou acceptées avant la phase de minage. Et pour rappel, donc, un chain fork change les règles de consensus et peut créer deux chaînes incompatibles. C'est déjà arrivé avec par exemple Bitcoin Cash. Voilà. Où là on a eu un hard fork. Donc pour résumer, consensus, ça signifie règle du jeu. Policy, c'est stratégie ou préférence de relais, ou nodes. Bitcoin Core, référence avec politique par défaut. Bitcoin Notes, même consensus mais politique différente, plus stricte et configurable. Maintenant, creusons encore plus pour mieux comprendre, mais avant, on regarde l'aspect vocabulaire. Donc, up-return est une instruction du langage de script Bitcoin, un opcode, OP-code. Voilà. Elle sert, ou il sert, à marquer une sortie, output, comme non dépensable et à y inscrire des données arbitraires, photos, messages, etc. Donc, Core V30, les transactions, donc ça c'est la dernière mise à jour, ou upgrade, les transactions avec up-return sont autorisées et relayées jusqu'à 100 000 octets de données. Avant, c'était 83. Knots, donc c'est 0 avec le filtre. Donc, ce qui change, comme je viens de dire, c'est cette taille considérable qui donne la possibilité de... Voilà, j'ai mis un return sous stéroïde avec un iTrema, mais c'est considérable et c'est ça qui souvent revient dans les débats. C'est attendez, 100 000 ça fait beaucoup.
Plusieurs sorties opératoires donc autorisées par transaction, ajustement des frais minimums de relais et de minage par défaut, mais cela reste des changements de politique de transmission, non, pas des règles de consensus. Maintenant, les positions idéologiques. Et on va voir après, avec les différents tweets, j'ai rassemblé pas mal de tweets qui permettent de trancher. Le but, c'est de trancher, parce qu'à la fin, chacun, idéalement, devrait avoir son nœud. Voilà. Donc, les positions idéologiques. Le camp de Core. Donc, neutralité du protocole au niveau des politiques par défaut. Si la TX, la transaction, est valide et paie des frais, elle peut circuler. C'est aussi une question d'éviter la censure au niveau logiciel par défaut. Et le camp Notes, durcir les filtres anti-spam et limiter l'empreinte des données non monétaires, ordinals, runes, etc., pour préserver l'usage monétaire et les coûts de fonctionnement des nœuds. BTC is money, Bitcoin is money. Voilà, souvent c'est ça qui est déclaré par les personnes qui sont plus des fervents défenseurs de Notes. Conséquences techniques, donc ce que ça change pour de vrai. Aucun changement de consensus, encore une fois, comptabilité des blocs identiques, que ce soit Core ou Notes. Ensuite, effet possible sur la taille de la chaîne et les bandes passantes, donc plus de données porteuses via UpReturn, donc plus dur d'avoir le registre en entier, en local. Et oui, à la fin, ultimement, ça donne plus de centralisation, parce que moins d'entités pourront détenir ça, détenir la blockchain, finalement, le registre. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, on veut que Bitcoin reste décentralisé et soit partout, dans toutes les mains possibles, quoi. Voilà. Aussi, progression mempool, règles de relais différentes, marché des frais et les filtres notes en pratique. Ça aussi, c'est un aspect qui va être affecté. L'aspect filtrage. Gouvernance et qui décide quoi. Et oui, donc pour le processus core, note publique et autres, notion de policy par défaut configurable. Et pour revenir à l'ancien, voilà, c'est toujours possible de laisser une ancienne version avec 83. Voilà. Et pas 100 000. Notes, là maintenant c'est plus centralisé, donc avec Luc notamment, et on a les options filtres, plus d'options et de filtres supplémentaires. À la fin, je peux le mettre maintenant. Donc, là c'est glossaire, tu peux voir ça toi-même, mais si jamais tu as besoin, n'hésite pas à faire pause ici. Comme ça tu pourras voir vraiment toutes les appellations, tous les noms particuliers qui désignent des choses importantes. Voilà. Maintenant les tweets. Alors, avant toute chose, je voulais prendre de la hauteur une fois de plus avec ce tweet. Bitcoin is not crypto, not programmable. Comment je prononce pour programmable money, not digital gold, not free data storage, not a digital asset, not a thermodynamically secured database, not backed by energy, but by Bitcoiners, not what you think it is, not core, not Nox. Bitcoin is. And that's enough. Voilà, c'est avant tout cette idée donc d'être. E''T-R-E. Et c'est ça qui est beau. Alors bien sûr, on peut pas dire que l'énergie ne compte pas, mais c'est pour, encore une fois, prendre de la hauteur quoi, sur tout ce débat. Ensuite, un tweet de Jack que j'ai bien apprécié, bon, qui n'a pas été apprécié par tout le monde, qui date un petit peu, mais voilà. We reject kings, presidents and voting. We believe in rough consensus and running code. David Clark, 1992. Voilà, encore une fois, ça c'est du cypherpunk. C'est plus, une doctrine de cypherpunk. Là, on a ce graphique. Donc là, on a d'autres nœuds, d'autres logiciels du moins, mais qui en fait forment d'autres nœuds. Donc on a Bitcoin Core, on a Notes en vert. Et qu'est-ce qu'on marque? On marque là depuis mi-2025, Notes explose et Core, voilà. Et au total, si on se fie, alors je ne sais pas source, là je ne sais pas source exactement, mais on a passé les 20 000 d'ailleurs, les 20 000 nœuds. Mais ce qui est sûr, c'est que la quantité de Notes explose. Je crois que là on est à 23% au total sur tous les nœuds, on est à 23% de Notes, donc ce qui fait beaucoup en si peu de temps. De base ça devait être 1%, voilà, donc c'est grosse appréciation. Et oui, parce qu'on parle du prix, mais il y a d'autres graphiques intéressants. Un autre tweet qui mène à un article, alors je vais pas trop dig, ça sert à rien, mais là l'idée c'est que
les deux logiciels, le code des deux logiciels a été écrit par les mêmes personnes, voilà, soi-disant. Donc, dire ok, je mets Notes parce que j'aime pas Core, bah, finalement, est-ce que ça changerait quelque chose? Peut-être pas. Voilà. Mais encore une fois, hein, je précise, je prends pas spécialement position, je dis pas lui, franchement, il est donc juste à fond, ou plutôt lui. Là, je mets en avant des informations, et je fais ça parce que l'essentiel, c'est à la fin de trancher, encore une fois, soi-même. À la fin, de dire ok, là, ça me paraît plus pertinent, ou là, quoi. Voilà. Donc, information intéressante. Voilà, finalement, c'est une information intéressante. C'est des débats qui ont déjà eu lieu aussi. Voilà. Une réponse ici de Nick Szabo à Adam Back, deux géants. C'est un gros débat d'ailleurs. C'est assez dingue quand même ce qui se passe. Quand même, donc pour faire simple, Nick, Mister Szabo, exprime le fait que si on laisse la possibilité à des entités de mettre des messages, des photos, enfin voilà, même si c'est payant, même si ça augmente drastiquement les frais, eh bien, à partir de là, ça augmente les points sensibles, les points of failure. Et c'est ça qu'on veut éviter, en général. C'est parce que si, là c'est ce qu'il décrit avec Marathon, donc c'est un miner d'ailleurs, il y a une action qui a bien performé cette année, il me semble, avec d'autres, mais bon, c'est un autre sujet. Et le truc, c'est que là, dans ces cas-là, il risque des problèmes parce qu'en fait, il risque des poursuites parfois en fonction de ce qui est introduit aussi, comme message, comme photo, tout ça. C'est ça aussi. Donc, là, il mettait vraiment en avant cet aspect-là et je trouvais ça pertinent. Voilà. Et d'ailleurs, fait beaucoup de vues et beaucoup de likes par rapport à Back. Alors là, t'en fais pas, je vais pas tout lire. J'ai fait un truc très simple. J'ai demandé un résumé. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi cette réponse, enfin du moins ce retweet pour mettre en avant ce message que je viens de mettre en avant précédemment. Une élite financière politique méprise le public et couvre des abus. Exemple, affaire Epstein. Plutôt Epstein, oui. Le truc avec cette affaire, c'est qu'on a toujours, on a des grosses promesses, on aura les dossiers, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais parce qu'il y a peut-être des trucs sensibles dans ces dossiers. Il affirme que cette fracture touche aussi Bitcoin. C'est ce que dit Szabo, Mister Szabo. Selon lui, Bitcoin Core, donc la dernière version, assouplit volontairement les règles de relais de transmission, ce qui laisserait passer plus de données inutiles, spam, entre autres, et pourrait faciliter l'embarquement de contenus illégaux. Lui, voilà. Lui, il parle pas de... On sait de quoi il parle, hein. Ça. Il appelle donc il y voit de la corruption, il appelle donc à ne pas mettre à jour la dernière version, quoi, ne pas passer à Core V30, à utiliser plutôt Bitcoin Notes et à développer d'autres clients pour résister, comme on a vu ici. Donc il y en a d'autres, j'ai pas creusé pour ma part, mais ça se trouve il y en a des corrects. Voilà. Là, une autre réponse de Nick Szabo que j'ai beaucoup aimé. Tac. Que vous cherchez à décourager une action, à ne rien faire ou à l'encourager, chaque choix envoie un signal, souvent plus puissant que la sécurité réelle de vos efforts. Ça, c'est grok. Par exemple, un verrou sur une porte n'arrête pas un voleur déterminé, mais dissuade la plupart des intrus. Dans le contexte du meme pool et des politiques de relais, il ne s'agit pas de sécurité absolue, mais de mesures simples, comme des panneaux de signalisation qui guident ou découragent. Une solution de sécurité robuste serait idéal, mais en son absence, des méthodes plus faibles, qui envoient un signal, sont préférables à l'inaction. Ne pas pouvoir arrêter un attaquant déterminé ne doit pas empêcher de limiter les comportements nuisibles aux opérateurs de nœuds ou au réseau. Donc là, ce qu'il veut dire, c'est que même si effectivement, dans l'absolu, Notes ne peut pas prévenir de lourdes attaques, enfin ce serait ça en l'occurrence, eh bien c'est mieux que rien, quoi. Et là, c'est son argument, c'est ce parallèle donc avec le cambriolage de manière générale et les verrous. Là, on a George Bodine, j'ai un doute sur la prononciation, who is Bitcoin Core's largest contributor, Chain Code Labs. Et là, le truc,
c'est qu'on a le cofondateur de Palantir, et un des fondateurs de Citrea, que je ne connaissais pas, qui ont injecté 500 000 $ via justement ce lab, Chain Code Labs, pour ce qui a été de l'aspect développement, quoi. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas passer une vidéo sur justement Peter Thiel, parce que si tu ne sais pas qui c'est, voilà, c'est en anglais, donc n'hésite pas à mettre la traduction, et je pense que ça vaut le coup. It's what bothers people about this Palantir thing. Yeah. Yeah, we were talking about that yesterday. Yeah. The Palantir thing is very odd. Well, you know, Peter Thiel's giving a 4-part lecture on the Antichrist. This is like me doing a 4-part lecture on Long Island racism. Just to show everybody, you know, how much I know about it and how scary it is and how we got to watch out for it. But it's totally not me or anyone I know. It's so strange to have this. You build military AI, military drone, autonomous drone technology to export to war zones all over the world. You build domestic surveillance technology to surveil our friends and neighbors. And then your other pet passion is the Antichrist. It's odd. Wouldn't you include tennis? Wouldn't you go, and I'm big into tennis? Something else. It's odd, and I like ice fishing. I build autonomous drone technology. I build domestic surveillance technology. And I love lake trout. And I love lake trout, and I love big mouth bass fishing. Yeah. But instead, he goes, and I've also developed quite a keen interest in Satan. And I'd love to... Donc là, l'idée, c'est que le type commence à aborder des sujets plus ou moins eschatologiques, voilà, avec l'antéchrist, Satan, Jésus, enfin voilà, des choses comme ça. Mais à côté de ça, il est en train de fabriquer des armes pas possibles, des outils de surveillance comme on n'a jamais vu. Enfin, donc c'est super contradictoire. Mais personnellement, voilà, if you know, you know. Mais ce genre d'individu applique peut-être, je dis bien peut-être, j'en sais rien, l'annulation, du moins les moyens d'annuler la rétribution karmique. Comment? En dévoilant en fait de manière explicite les choses et en disant, voilà, de manière publique, en parlant de ces choses-là. Donc, if you know, you know. Je vais pas développer ça maintenant parce que là, c'est un autre terrier de lapin, c'est un autre rabbit hole. Mais voilà, je pense que c'est sur la table. Et j'avais préparé aussi ce tweet au préalable, mais là, ça m'a fait faire un lien assez sombre, assez sombre. Je sais pas si tu feras le lien aussi, mais donc lui, il voit droit au but. Il dit qu'en gros, voilà, tout ce problème autour de cet upgrade, on va dire, de corps, eh bien, nous laisse savoir qui est OK avec la PIDO, voilà. Et c'est tout ce qui nous intéresse, quoi, finalement. Le reste, on s'en fout. Donc, F, Adam Back, et les autres qui supportent tout ça, Slay Your Idols. Donc, c'est assez violent. Mais si on fait le lien avec d'autres trucs, c'est vrai que c'est louche. Il y a peut-être anguille sous roche. Néanmoins, j'aimerais tout de même contrebalancer ces derniers propos avec cette vidéo d'Andreas Antonopoulos, du moins l'interprétation que fait cet individu de cette vidéo. Le truc, c'est qu'avec les frais de transaction, on a un moyen sûr, et peut-être même l'unique moyen de filtrer ce que l'on appelle le spam. Et c'est ce qu'essaie de décrire, ce qu'essaie d'expliquer Andreas dans cette vidéo. In economics, there's no such thing as a free lunch. If you're not paying fees, someone's paying fees. You're either paying them in terms of inflation, you're paying them in terms of giving cartel advantage to a monopoly by centralizing access and control, or you could just pay fees. If we have to decide how transaction gets into block and which transactions should and which transactions shouldn't get into a block because we have limited space, there's really only two ways to do that. One is to specify in the software which are good transactions
and which are bad transactions, what I euphemistically call a dictatorship of developers. Think about it. If developers gets to decide what is a valid transaction that should be prioritized versus which transaction is wasteful or spam or for an irrelevant application that they don't particularly need, we just created a dictatorship of developers. They decide which applications are now allowed on the network simply by controlling that function. There's only one way to correctly price the scarce resource of transaction space or block space in a way that doesn't give anyone control, and that is a market. So fees operate as a market in order to give the freedom of the sender of each transaction to decide for themselves how important this transaction is and how much of a priority it has in their perspective. Voilà, donc selon lui, ce qui prime, c'est la loi du marché. C'est-à-dire que si un individu considère que sa transaction est très très importante, eh ben, il va payer plus cher que les autres. Et pour lui, c'est ce qui compte et c'est ça qui finalement évite les problèmes in fine. Au passage, j'ai essayé de voir si Andreas Antonopoulos avait déclaré quelque chose à ce propos, mais sur YouTube, je n'ai rien vu, sur Twitter non plus, je crois. Donc je serais ravi de savoir ce qu'en pense Andreas Antonopoulos, ce qu'il pense de tout ceci. Parce que bon, là, la vidéo elle date, hein, mais peut-être que si on contextualise, ça changerait. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est clair. À l'époque, ce qu'il disait était très clair. Et donc, il y a ce livre qui m'a été recommandé par un ami dev, Hijacking Bitcoin. Je ne l'ai pas lu, parce que je ne l'ai pas encore commandé, mais ça peut être un élément supplémentaire pour comprendre les enjeux, pour comprendre qui tire les ficelles, ou du moins qui pourrait tirer les ficelles. Voilà. Petite ref. Alors finalement, spam ou pas spam? Telle est la question. Donc ce qu'un opérateur de nœud peut faire, quelqu'un qui a ça sur son PC est vraiment souverain, parce que finalement, avoir son propre nœud, son propre hardware wallet, tout ça pour réaliser des transactions, c'est génial, parce que moi, on ne dépend pas d'une entité tierce. On est insensible à 100% à la censure, quoi. C'est déjà bien d'avoir son portefeuille à garde personnelle, c'est self-custody avec sa clé privée, mais là c'est le niveau ultime de la souveraineté, quoi, avoir son propre nœud. Voilà. Donc on peut rester connecté sur la dernière version de Core, mais définir, donc non pas se laisser à 100 000, mais à 83, pour garder l'ancien plafond finalement. Ou alors, voilà, carrément faire tourner une version précédente. Passer à Notes sinon, si on veut les filtres par défaut. Dans tous les cas, rien ne change pour le consensus ni pour la validité des blocs. Déjà, c'est déjà bien. J'avais laissé le glossaire là. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce débat met en lumière des choses fondamentales. Ce que j'espère perso, c'est que ça ne poserait pas de problème sur le long terme. Je sais pas, mais certains disent que si on n'arrive pas à se mettre d'accord à propos de ça, qu'est-ce que ça va être pour tout ce qui va être ordinateur quantique. Bon, je me fais pas de bile, mais voilà quoi. Faut se rappeler que peu importe qui on est, enfin quasiment peu importe qui on est, on fait face aux banques centrales, on est face aux banques centrales. Et les banques centrales, elles, je suis sûr que s'il y a un des banquiers centraux ou banquiers d'affaires qui a vu ce débat et qui a vu que peut-être ça menait à un certain chaos, en tout cas non productif, ben, c'est peut-être réjoui. Il s'est dit, ah, là peut-être que finalement Bitcoin va imploser. Et voilà, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. On est tous dans le même bateau et il faut faire en sorte que Bitcoin tienne. Alors, je reste ravi de voir ceci, que le nombre de nœuds augmente, donc c'est ce qu'il faut, hein. Et 20 000 c'est pas assez, 25 faudrait passer un jour les 100 000 nœuds partout dans le monde, comme ça même si la moitié de la planète explose, voire les 3/4, ben, ça serait pas grave sur le long terme, parce que on aurait toujours le registre à plusieurs endroits et suffisamment décentralisé, quoi. Voilà, mon rêve. Voilà qui est fait. C'était un peu long, mais c'est un sujet très important, ça concerne tout le monde. Et pour rappel, si Bitcoin implose, c'est tout qui explose. faut vraiment que Bitcoin reste solide, parce que c'est notre seule
c'est notre seule arche. Et si cette arche-là est brisée, je sais pas, ce sera un tout autre jeu après. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions, des remarques, j'y répondrai avec joie, comme toujours, dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. C'était Guillaume de la Botchain. Et à ta liberté.